couper le micro parce que même la rapporteure a une question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Puisqu'on en vient à évoquer justement comment se passe effectivement le travail de contrôle, hein, est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça fonctionne? Est-ce que, par exemple, ils se déplacent dans les lieux où ils font un contrôle sur site avec des documents, ils interrogent des gens, enfin voilà, et si vous pouvez juste nous expliquer comment se passe un contrôle euh, par vos collègues. Alors, je vais essayer. Je vous remercie. Il y a, j'allais dire, deux grands types d'actions qui sont menées. Il y a d'un côté les contrôles, de l'autre côté les enquêtes. Les contrôles, ce sont des contrôles qui s'effectuent en principe sur place, de manière inopinée ou non. Ça dépend, par moment. Le problème, c'est qu'on est par moment face à des petites structures. Donc, si on ne les prévient pas, on risque de se retrouver avec l'établissement qui est fermé et ne pas rencontrer les personnes et de se déplacer pour rien. Donc, voilà. Après, au vu de ce qui se passe sur les contrôles, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas d'entorse ou des entorses mineures à la réglementation, ce qui induit donc un accompagnement de la structure vers une mise en conformité avec la réglementation. C'est généralement, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Soit il y a des difficultés importantes, pour lesquelles, parmi les difficultés non importantes, je vous en cite quelques-unes. Le défaut d'affichage des cartes professionnelles. On ne va pas fermer un établissement d'activité physique et sportive parce qu'ils n'ont pas affiché les cartes des éducateurs comme ils auraient dû le faire. Donc là, on leur dit, on leur envoie un courrier, on leur dit, écoutez, veuillez afficher les cartes, et puis éventuellement, bon, si on a le temps, on fait une contre-visite, mais ce n'est pas quelque chose qui nous, j'allais dire, c'est quelque chose qui est une entorse à la réglementation, mais qui reste une entorse mineure. Et dès lors qu'il y a des entorses qui sont graves, pour lesquelles il y a des problèmes de sécurisation de la pratique, à ce moment-là, cela nécessite des mesures beaucoup plus fermes. Ça peut aller de l'injonction, on leur demande avec un délai de, j'allais dire, une mise en demeure avec un délai pour qu'ils se mettent en adéquation avec la réglementation très rapidement, ou ça peut être aller à des mesures qui vont jusqu'à ce que celles qui sont prévues par les articles du Code du sport. Pour un éducateur, c'est une interdiction d'exercer. Pour un établissement, ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Voilà, et c'est généralement des arrêtés qui sont proposés à la rédaction des préfets et qui sont adoptés, signés par les préfets du département. Ça, c'est pour les contrôles. J'insiste également beaucoup sur les contrôles qui se font sur les déclarations d'éducateurs. Ça, c'est des contrôles qui se font sur pièce, dans les services. Donc maintenant, sauf erreur de ma part, mais il faudrait peut-être interroger, c'est là où je suis plus forcément très aux normes, parce que de mon temps, entre guillemets, j'avais des déclarations papier. Maintenant, ce sont plutôt des déclarations sous forme informatique. Il y a un contrôle qui est fait. Et moi, généralement, j'avais une personne administrative qui contrôlait un petit peu les pièces, qui me soumettait le dossier, et notamment dès lors qu'il y avait un problème d'honorabilité par rapport à un casier judiciaire qui, dans notre jargon, qu'on appelait, entre guillemets, chargé, je regardais un petit peu les choses, et au regard de tout ça, je regardais par rapport au code de Natinf pour voir si c'était une infraction qui empêchait l'exercice de la profession d'éducateur sportif, et puis après, donc, on délivrait ou non la carte professionnelle.